monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le second tour des élections municipales a eu lieu ce dimanche 28 juin. 5000 communes étaient concernées. On retiendra un taux d'abstention record. Tous les résultats importants à retenir dans un instant. La pandémie de Covid-19 a fait près de 500 000 décès dans le monde. Le rythme continue de s'accélérer avec 1 million de nouveaux cas détectés en seulement 6 jours. Cette épidémie qui frappe le monde depuis maintenant 6 mois n'est pas la première de l'histoire. Retour dans cette édition sur les 10 plus grandes pandémies qui ont frappé l'humanité depuis l'Antiquité. Enfin, nous parlerons cinéma avec la sortie mardi 14 juillet de Été 85, le 19e long métrage de François Ozon, adapté du roman de Adam Sanders, sorti sous le titre La danse du coucou en 1982. Le cinéaste rêvait de l'adapter quand il l'a lu à 17 ans, c'est chose faite, et de la meilleure manière qui soit. Présentation de ce chef-d'œuvre cinématographique à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, partons pour les États-Unis en proie à des violences policières depuis plusieurs semaines. La cause, la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, à Minneapolis lors d'une interpellation qui a mal tourné. Je ne peux pas respirer, a-t-il protesté, alors qu'un policier l'immobilisait avec un genou sur le cou. La scène a été filmée et a suscité l'indignation dans tout le pays et partout dans le monde. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes américaines vendredi soir, et ce malgré l'inculpation pour homicide involontaire du policier arrêté après plusieurs jours d'émeutes. On fait le point sur place. Il avait quitté le Texas pour commencer une nouvelle vie à Minneapolis, dans le Minnesota, dans le nord des États-Unis. Mais George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, décrit comme un homme généreux qui a perdu son emploi pendant la crise due à la pandémie de Covid-19, est mort lundi 25 mai, face contre terre, le cou sous le genou d'un policier blanc. Tout le monde aimait mon frère, a déclaré Philonise Floyd mardi au lendemain de ce décès qui a provoqué des manifestations dans plusieurs villes et ravivé les appels à en finir avec un racisme systématique en Amérique. Le défunt avait d'abord trouvé du travail comme camionneur dans le Minnesota, puis comme agent de sécurité dans un restaurant avant que le confinement porte un coup aux affaires. D'autres témoins ont évoqué les efforts que faisait George Floyd pour améliorer sa vie. Je me souviens qu'il disait vouloir toucher le monde, il voulait avoir un impact sur le monde, a raconté Jonathan Veal, un ami d'enfance, où ils sont allés ensemble au lycée Jack White à Houston. Du haut de ses 2 mètres, George Floyd avait brillé dans le basket et le football américain et s'était aussi essayé au hip-hop. Mais comme l'explique le quotidien britannique The Guardian, sa vie a ensuite pris un autre tournant. L'agence de presse américaine AP explique que lorsqu'il vivait au Texas, George Floyd a été inculpé de vol à main armée lors d'un cambriolage. C'était à Houston en 2007. Il avait été finalement condamné à 5 ans de prison en 2009. Après avoir purgé sa peine et faute de pouvoir y trouver un travail, il avait décidé de quitter Houston, direction Minneapolis, où plusieurs de ses amis d'enfance étaient déjà partis et l'avaient poussé à le rejoindre. Le 25 mai, comme le montre une vidéo de plusieurs minutes devenue virale, George Floyd est mort après qu'un policier ait pressé son genou sur son cou alors qu'il était à terre dans la rue, non armé et menotté. S'il vous plaît, je n'arrive pas à respirer, l'entend-on dire. La police le soupçonnait d'avoir utilisé un faux billet de 20 $ pour acheter des cigarettes, prévenu par l'employé d'une épicerie qui avait appelé le numéro d'urgence 911. Pour Bridget Floyd, la mort de son frère, ainsi aux mains de la police, est à, je cite, briser le cœur. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont tué mon frère, il criait à l'aide. 4 policiers ont été licenciés après la mort de George Floyd. Derek Chauvin, celui qui a maintenu son genou sur son cou, a été arrêté le vendredi 29 mai et inculpé d'homicide involontaire. La mort de George Floyd et les violences policières sont au cœur de l'actualité depuis un mois. Une actualité qui revient régulièrement sur le devant de la scène alors que les affaires et les images de violence se succèdent. On se souvient aussi d'un autre dossier en France, cette fois-ci concernant Adama Traoré. Ce jeune de 24 ans est décédé en 2016 après son interpellation à Beaumont-sur-Oise. Sa mort avait pris une ampleur médiatique suite à la médiatisation de bavures policières en France et à l'étranger. Adama Traoré est mort peu après son interpellation par les gendarmes le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise. La famille du jeune homme dénonce une bavure. Sa mort entraîne plusieurs nuits de violence à Beaumont-sur-Oise ainsi qu'un persan, la ville voisine. Un premier rapport d'autopsie souligne un phénomène infectieux sur plusieurs organes, notamment les poumons et le foie, et l'absence de violence de nature a entraîné le décès. Quelques jours plus tard, une contre-autopsie ne met en évidence aucune trace de violence, selon le procureur. 2 enquêtes sont menées parallèlement par la section de recherche et l'inspection générale de la gendarmerie pour tenter de connaître les circonstances exactes de la mort d'Adama Traoré. 4 ans après, la colère est toujours là. Ce samedi 13 juin 2020 était un nouveau temps fort dans le
rapport de force instauré par la famille d'Adama Traoré avec les autorités. Le comité Adama avait appelé à une manifestation à Paris de République à Opéra. Cette manifestation, qui a réuni pas moins de 20 000 personnes, s'inscrit dans le contexte mondial de contestation des violences policières et du racisme. Le 6 juin, lors de la manifestation en mémoire d'Adama Traoré, des manifestants appelaient à cibler la statue du ministre de Louis XIV à l'initiative du Code Noir en 1685, qui a légiféré l'esclavage dans les colonies françaises. À cette occasion, la statue de Colbert a été vandalisée devant l'Assemblée nationale. D'autres statues d'hommes politiques ayant incarné l'histoire française ont également été vandalisées depuis. Pourquoi de telles statues sont-elles au cœur d'une polémique mémorielle? Enquête et décryptage. La statue de Colbert devant l'Assemblée nationale a été en partie recouverte mardi de peinture rouge au torse et aux jambes et d'une inscription « Négrophobie d'État ». Une vidéo postée sur Twitter par la brigade anti-négrophobie montre l'auteur du tag être interpellé par les gendarmes et se justifier. Ce qui est interdit, c'est le racisme. Cet homme-là, Colbert, fait l'apologie de la négrophobie. Le 6 juin, lors de la manifestation en mémoire d'Adama Traoré, des manifestants voulaient cibler la statue installée devant l'Assemblée nationale de Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, principal auteur en 1685 du Code Noir qui régissait l'esclavage dans les colonies françaises. Plusieurs responsables politiques, notamment de droite, ont dénoncé mercredi une tentative de censurer l'histoire ou de culpabilisation après qu'un graffiti ait été tagué sur la statue de l'ancien ministre devant l'Assemblée nationale. Revisiter l'histoire ou vouloir la censurer dans ce cas-là de paradoxal parfois est absurde, a affirmé le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Pour la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, juger l'histoire à partir des principes qui sont ceux d'aujourd'hui n'a juste aucun sens. Et si on fait ça, on va déboulonner tout le monde. Le général de Gaulle en premier, Napoléon ensuite. Chez les Républicains, le député souverainiste Julien Aubert a estimé sur Twitter purement consternante l'inscription apposée sur la statue de Colbert, grand serviteur de l'État et promoteur de notre industrie. Dans une tribune au Monde, Jean-Marc Ayrault, actuel président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, a demandé de rebaptiser une salle Colbert à l'Assemblée nationale ainsi qu'un bâtiment de Bercy portant le nom du ministre. Dans le sillage des manifestations antiracistes dans le monde à la suite de la mort de George Floyd, les monuments et statues liés à l'histoire coloniale française ou à la traite négrière se retrouvent à nouveau au centre d'une polémique mémorielle. Le piédestal de la statue du général Faidherbe, en plein centre de l'île, a été couvert dimanche dernier des mots « colons » et « assassins » inscrits en rouge au lendemain d'une manifestation visant à réclamer son retrait de l'espace public. Un buste de Charles de Gaulle a été vandalisé à Hautmont, dans le Nord, avec le mot « esclavagiste » écrit à la peinture rouge. Emmanuel Macron a déjà déclaré le 14 juin lors d'une allocution qu'il serait intraitable face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations, mais que ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Fin de citation. 3 mois après un premier tour dans une France frappée par l'épidémie de coronavirus, le second tour des municipales qui avait lieu ce dimanche 28 juin a été marqué par une abstention record et une forte percée des écologistes. Ce qu'il faut retenir de cette édition 2020 des municipales, c'est avec Valérie Mazuire, journaliste pour Les Échos. Le premier tour des élections municipales a été marqué par une forte abstention dans une France mise à l'arrêt par la pandémie de coronavirus. Il a été décidé via la loi sur l'urgence sanitaire que le second tour des élections municipales, initialement prévu le 22 mars, serait reporté. Cette date était donc enfin connue, c'était aujourd'hui, le 28 juin. Un total de 157 632 candidats étaient en lice lors de ce second tour dans près de 5000 communes. Le scrutin concernait principalement les villes, les communes rurales ayant massivement élu leurs conseillers municipaux dès le premier tour. Premier constat, moins de triangulaire pour ce second tour. Les candidats s'affrontaient en triangulaire dans 786 communes et en quadrangulaire dans 155 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins qu'en 2014 où l'on avait compté 986 triangulaires et 207 quadrangulaires. Dans 12 communes, 5 listes étaient en présence contre 16 en 2014. Le scrutin a eu lieu dans 4827 communes exactement où les conseils municipaux n'avaient pas été élus au complet au premier tour et quelques 16,5 millions d'électeurs étaient appelés à voter, soit environ 39% du corps électoral. Deuxième constat, une campagne sous contrainte. La campagne officielle du second tour a débuté le lundi 15 juin. Une campagne nettement plus longue que les quelques jours qui séparent habituellement les deux tours du scrutin, mais sous forte contrainte sanitaire. Elle a été essentiellement numérique sur les réseaux sociaux,
sans les traditionnels meetings, en limitant au maximum les contacts. Le vote par procuration en revanche était facilité pour éviter aux plus exposés de se déplacer. Une abstention historique est à retenir. Le taux de participation s'établit entre 40 et 41% selon les estimations, contre plus de 62% en 2014. Cette abstention historique s'inscrit dans le contexte de crise sanitaire qui a freiné les électeurs malgré des mesures sanitaires renforcées, alors que les candidats n'ont quasiment pas pu faire campagne. Une forte percée des écologistes est confirmée à l'issue de ce second tour. Les écologistes qui remportent une large victoire à Lyon, où Grégory Doucet, à la tête d'une coalition Europe Écologie Les Verts, PS, Parti communiste français, arrive en tête devant Yann Cucherat, poulain du maire sortant Gérard Collomb. Les écologistes arrachent aussi Marseille grâce à Michel Rubirola, à la tête d'une coalition de gauche. Urmic arrive en tête devant le maire sortant LR Nicolas Florian, mais aussi Strasbourg, Tours, Poitiers, Besançon, Annecy, autant de villes aux mains des écologistes. Dans la capitale, Anne Hidalgo, alliée à Europe Écologie Les Verts, sort vainqueur de la triangulaire, loin devant la candidate LR Rachida Dati et la candidate LREM Agnès Buzyn. Alors que les Français se sont donc massivement de nouveau abstenus de voter ce dimanche pour le second tour des élections municipales, l'Union européenne a décidé de reporter sa décision sur l'ouverture des frontières en juillet. Dans le monde, la pandémie de coronavirus a fait près de 500 000 morts et plus de 10 millions de cas ont été détectés. La pandémie du nouveau coronavirus a fait 498 779 morts dans le monde. Selon un tout dernier bilan, près de 10 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 197 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. L'Europe est le continent le plus touché avec 2,6 millions de cas, mais en nombre de morts, les États-Unis sont largement en tête. Le pays comptabilise plus de 125 000 décès et a passé samedi la barre des 2,5 millions de contaminations, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, alors que la pandémie semble hors de contrôle, singulièrement dans le sud du pays, déjà le plus frappé au monde. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil, avec près de 56 000 morts, le Royaume-Uni avec plus de 43 500 morts et l'Italie avec plus de 34 700 décès. La Chine a confirmé ce dimanche près d'un demi-million de personnes près de la capitale à Pékin, touchées depuis mi-juin par un rebond de Covid-19 que les autorités décrivent encore comme grave et complexe. La mairie a déjà lancé une vaste campagne de dépistage, refermé les écoles et appelé les Pékinois à ne pas quitter la capitale et confiné plusieurs milliers de personnes dans les zones résidentielles jugées à risque. Les autorités locales ont annoncé ce dimanche le confinement du canton d'Anxin, situé à 60 km au sud de Pékin, dans la province du Hubei. Seule une personne par foyer sera désormais autorisée à sortir une fois par jour pour acheter de la nourriture et des médicaments. Le ministère chinois de la Santé a fait état ce dimanche de 14 nouveaux cas locaux à Pékin lors des dernières 24 heures, portant le total à 311 depuis le début du rebond épidémique. Les pays européens devaient se prononcer sur une proposition de liste d'une quinzaine d'États dont les voyageurs seront admis dans l'Union au 1er juillet. Faute de consensus, l'Union européenne reporte finalement sa décision. Les capitales avaient jusqu'à 18h hier pour donner une réponse, mais les Européens ne sont pas parvenus à s'accorder sur cette liste de pays que leur niveau de contamination Covid-19 permettrait de considérer comme sûr. Cela permettrait à leurs résidents de revenir en Europe en juillet. La liste proposée contient 14 pays: Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie et Uruguay, auxquels s'ajoute la Chine sous condition de réciprocité, c'est-à-dire à condition qu'elle accueille sur son sol les voyageurs venant de l'Union européenne, selon une source diplomatique. En France, le tout dernier bilan fait état de 29 778 décès, soit 26 nouveaux morts enregistrés dans les hôpitaux en 24 heures. La situation reste très préoccupante en Guyane. Dans cette région d'outre-mer, la circulation du virus reste particulièrement active. Dans l'Hexagone, la phase 2 du déconfinement est opérationnelle depuis le 2 juin. Où en est-on aujourd'hui? Quels services sont opérationnels, lesquels ne le sont pas encore? Élément de réponse tout de suite avec Hélène Gully, reste journaliste pour Les Échos. Depuis le 2 juin, la deuxième phase du déconfinement a été lancée, la liberté redevient la règle et l'interdiction constitue l'exception, a résumé Édouard Philippe, ce qui a été en réalité surtout le cas pour les départements classés en vert, car pour les zones oranges, certaines mesures
certes, ont été assouplies, mais des restrictions sont restées en vigueur. Les cafés, bars et restaurants ont pu enfin lever leurs rideaux de fer et retrouver leurs clients pour les installer en salle ou en terrasse dans les départements verts, à l'extérieur seulement en Île-de-France, en Guyane et à Mayotte. Les serveurs n'avaient pas le droit de déambuler sans masque et n'ont plus de place pour circuler puisqu'il devra y avoir une distance d'1 mètre entre les tables désormais. Pour les clients, le masque n'est pas imposé assis, mais pour aller aux toilettes ou commander au comptoir, il va falloir l'arborer. Enfin, l'exécutif a douché les espoirs de certains, les grandes tablées de plus de 10 personnes sont interdites et la consommation debout n'est pas autorisée dans les bars. Les grands pique-niques non plus, tout comme les rassemblements limités à plus de 10 personnes sont toujours interdits. Les parcs et jardins, eux, ont pu rouvrir leurs grilles dès le 2 juin. Les Parisiens vont enfin pouvoir à nouveau respirer dans leurs parcs et jardins dès le week-end du 5 juin. C'est réjoui Anne Hidalgo qui avait engagé un bras de fer avec l'exécutif depuis plusieurs semaines pour exiger la réouverture des parcs. Le feu vert a été donné aux musées et aux monuments pour qu'ils accueillent le public dès le 2 juin, sauf en Île-de-France, en Guyane et à Mayotte. Les petits musées, eux, pouvaient déjà le faire depuis le 11 mai. Plus de limite à la vadrouille, les Français aussi ont pu retrouver l'une de leurs libertés fondamentales, à savoir la liberté de circulation. Les déplacements sont ainsi autorisés partout sur le territoire national et la limite des 100 km/h n'est plus qu'un lointain souvenir. Concernant les écoles, si le 11 mai, tout le monde s'accorde à dire que la plupart des écoles resteraient fermées jusqu'en septembre. Les bons résultats sanitaires ont changé la donne. Les collèges et les écoles ont pu réouvrir à partir du 22 juin, mais dans les zones en rouge, les établissements scolaires restent fermés et ne réouvriront qu'en septembre. En zone verte, les collèges, eux, ont pu réouvrir aux élèves de 4e et de 3e, tandis que la priorité sera aux 6e et 5e en zone orange. Pour les lycées, la reprise a été progressive, à l'exception encore une fois de la région parisienne. L'oral de français du bac des élèves de première a lui été strictement annulé. C'est moins pire que prévu du côté des prévisions du trafic aérien. Ferme le trafic commercial depuis le 31 mars. Orly s'était résolu à devoir rester fermé jusqu'à l'automne. L'aéroport francilien reprendra finalement ses vols de passagers dès la fin juin, dès ce dimanche, en optimisant les infrastructures de l'aéroport. Quant aux frontières nationales, elles sont restées fermées jusqu'au 15 juin et commencent petit à petit à réouvrir. Les grandes manifestations sportives, culturelles comme les festivals et les salons professionnels ne pourront quant à eux se tenir pas avant le mois de septembre. Après des congés de printemps confinés, les Français espèrent bien partir en vacances cet été. Plusieurs questions se posent. Pourra-t-on aller à l'étranger en juillet et en août? Quelles sont les consignes en train ou en avion? Quels sont les hébergements ouverts? Voici tout ce qu'il faut savoir sur les vacances estivales 2020. Cette année, les vacances des écoliers français débuteront ce samedi 4 juillet, se termineront le mardi 1er septembre 2020. Si les vacances d'été sont bien maintenues cette année pour les Français, pas question pour eux de prévoir un tour du monde. Le gouvernement a prévenu à plusieurs reprises depuis la fin du confinement que les vacanciers devront prévoir une destination dans l'Hexagone pour les mois de juillet et août. Les Françaises semblent avoir écouté le gouvernement car encore un sondage liligo.com dévoilé par LCI, 60% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été. 41% des personnes interrogées qui souhaitent partir pour leur congé prévoient de rester dans l'Hexagone, quand elles sont 37% à vouloir se rendre ailleurs dans le monde, 33% en Europe. Si les plateformes de location explosent en France, certains ont préféré opter pour l'étranger. Le flou a longtemps persisté sur la possibilité pour les Français de partir en effet en vacances hors Hexagone. La commissaire européenne Ylva Johansson a demandé début juin que toutes les restrictions aux frontières intérieures de l'Union européenne puissent être levées. Dès le 5 juin, lors d'une réunion en visioconférence, les différents ministres européens de l'Intérieur ont convenu de se coordonner pour une réouverture de l'ensemble des frontières de l'espace Schengen et des frontières extérieures. Les frontières intérieures et extérieures de l'Union européenne vont donc pouvoir être réouvertes partiellement avant l'été, mais encore faut-il que les Français soient autorisés à aller dans certains pays. De nombreux États européens ont déjà annoncé la date de réouverture de leurs frontières. L'Espagne le 1er juillet, la Grèce, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, la Pologne et l'Autriche dès le 15 juin. Le Royaume-Uni, s'il rouvre ses frontières, imposera une période de quatorzaine aux voyageurs étrangers, mais cette mesure sera réévaluée toutes les 3 semaines. Partir en vacances cet été, d'accord, mais comment? Faudra-t-il privilégier la voiture cet été? Les voyages en train et en avion seront-ils
possible? Telle est la question. Selon le même sondage liligo.com, une grande majorité de Français prévoit de prendre l'avion pour ses vacances cet été. Ils sont ainsi 67% à vouloir voyager par les airs contre 34% qui utiliseront leur voiture. Le train arrive loin derrière puisque seulement 9% des Français prévoient de partir en vacances en train devant le covoiturage, option choisie seulement par 1% des personnes interrogées. Enfin, quels seront les hébergements ouverts? Après plus de 2 mois de fermeture, les hébergements touristiques, c'est-à-dire les campings, les villages vacances, les résidences de plein air et les auberges, ont rouvert leurs portes dès le 2 juin dans les départements en zone verte. Pour les autres, il a fallu attendre le 22 juin. Ceux qui ne veulent pas réserver un emplacement au camping cet été vont pouvoir se tourner vers d'autres solutions, notamment un gîte. Les réservations de ces hébergements ont fortement augmenté ces dernières semaines, de nombreux Français préférant opter pour une solution individuelle et souvent loin des villes ou des lieux très touristiques. Les vacanciers voulant privilégier un hébergement individuel ont également regardé la plateforme de réservation Airbnb qui permet de réserver une chambre ou un logement à un particulier pour une durée définie. En avril et en mai, les Français cherchaient particulièrement des destinations en France et si possible non loin de leur domicile. Sans surprise, les vacanciers ont privilégié les stations balnéaires pour les mois de juillet et d'août. Enfin, quelle destination prévue pour ceux qui restent dans l'Hexagone? 54% des personnes interrogées prévoient de partir au bord de la mer au mois de juillet et août. 24% préfèrent louer quelque chose à la montagne et 12% ont opté pour un été à la montagne. Alors que les 24%, eux, étaient, pardonnez-moi, réservés à la campagne. Cela peut-il nous aider à relativiser la crise actuelle? L'épidémie de Covid-19 est loin d'être une première dans l'histoire. Tour d'horizon tout de suite des grandes pandémies qui ont frappé l'humanité depuis l'Antiquité, provoquant la mort de millions d'individus. Première pandémie de l'histoire, la peste d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui marque le déclin de l'âge d'or athénien. C'est vraisemblablement la première pandémie répertoriée de l'histoire. La civilisation grecque avec Athènes en tête de proue est florissante au 5e siècle avant JC. Entre 430 et 426, avant notre ère, une vague de fièvre typhoïde frappe le berceau de la démocratie. Elle aurait emporté un tiers de la population de la cité qui comptait environ 200 000 habitants. Rapportée et décrite par Thucydide, la peste d'Athènes aurait touché notamment le grand Périclès, venu du nord de l'Afrique, d'abord d'Éthiopie puis d'Égypte et de Libye. La maladie est apparue à Athènes au moment du siège de la ville par Sparte lors de la guerre du Péloponnèse. Le fléau marque le début du déclin de l'âge d'or athénien. Il s'agit d'une des premières grandes épidémies bien documentées et sûrement la première épidémie de variole en Occident. Pendant le règne de Marc Aurèle, l'Empire romain est en proie à une épidémie redoutable et prolongée, la peste antonine ou peste galénique. Elle commence à la fin de l'année 165 ou au début de l'année 166 en Mésopotamie pendant la campagne parthique de Vérus et gagne Rome en moins d'1 an. La pandémie a duré au moins jusqu'à la mort de Marc Aurèle en 180 et sans doute pendant la première partie du règne de Commode. D'après de récentes estimations, elle aurait considérablement réduit la population romaine, faisant près de 10 millions de morts en l'espace de 20 ans. La peste de Justinien, dite aussi pestis inguinaria en latin, est la première pandémie connue de peste. Les pestes précédentes restent incertaines quant à leur nature exacte. Entre les 6e et 8e siècles, l'Europe et l'Asie sont en proie à la peste bubonique. La grande puissance du moment est alors l'Empire byzantin romain d'Orient, avec à sa tête l'empereur Justinien, l'une des principales figures de l'Antiquité tardive. La pandémie atteint son paroxysme lors de la deuxième partie du 6e siècle. Elle restera cependant présente encore 200 ans, arrivant par vagues. Grégoire de Tours l'appelait la maladie des aines, les bubons ayant une propension à se développer sur cette partie de l'anatomie humaine. Pour certains, cette épidémie est partie d'Égypte, pour d'autres, elle serait venue d'Asie centrale et aurait été propagée via la route de la soie. Quelle que soit son origine exacte, elle a été véhiculée par les premiers échanges commerciaux. Les estimations des victimes varient de 25 à 100 millions de morts, soit un tiers à la moitié de la population de l'époque. Avec 10 000 morts par jour, Constantinople aurait ainsi perdu en un été 40% de sa population. Au début du fléau, l'Empire romain d'Orient jouissait d'une puissance militaire et économique considérable. Son impact l'affaiblira et l'empêchera de refonder un empire romain unifié.
La grande peste du Moyen-Âge est restée en Occident profondément ancrée dans la mémoire collective. En quelques années, de 1347 à 1353, cette infection bubonique, une bactérie qui se transmet à l'homme via la puce, aurait tué de 25 à 34 millions de personnes dans une Europe en plein essor, démographique, agraire et économique. Une fois de plus, les facteurs de propagation sont la guerre, puis le commerce. Le foyer serait venu d'Inde ou de Chine. Arrivés sur les bords de la mer Noire, les cavaliers mongols auraient amené le bacille avec eux à travers les steppes asiatiques. À Kaffa, en Crimée, ils attaquent les Génois qui ont des comptoirs commerciaux, Constantinople, Messine, Gênes, Venise et en France Marseille. En un an, les riches cités portuaires du tour du bassin méditerranéen alors prospères sont touchées les unes après les autres. C'est à cette époque que fut instaurée la mise en quarantaine. La fièvre jaune, elle, sévit à plusieurs reprises au XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècle. C'est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés. Le terme jaune fait référence à la jaunisse présentée par certains patients. Contrairement à l'idée reçue, le mal serait né non pas en Asie, mais dans les régions tropicales des Amériques où une grande épidémie touche le Yucatan au Mexique en 1648. D'autres vagues suivront à travers les temps. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, la maladie tue 10% de la population de la ville de Philadelphie. En 1821, un bateau parti de Cuba ravage Barcelone, faisant 20 000 morts. Les Français durent souvent faire face à la fièvre jaune qu'ils appelèrent typhus amaril quand ils y furent confrontés en Guyane en 1763. La fièvre jaune provoqua également un désastre dans les corps expéditionnaires français envoyés en 1802 à Saint-Domingue pour mater le soulèvement des autochtones conduit par Toussaint Louverture. Selon l'OMS, la fièvre jaune frappe encore à l'heure actuelle en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne, notamment en Angola. Vers 1826, le choléra morbus fait son apparition en Inde, gagne Moscou et la Russie en 1830, y provoquant des émeutes et de la Pologne à la Finlande. Ce mal meurtrier jusque-là inconnu atteint Berlin en 1831, les îles britanniques en février 1832 et la France en mars de la même année, semant la panique. À Paris, le premier cas de choléra est attesté le 26 mars 1832. En 6 mois, l'épidémie de choléra fera plus de 100 000 morts, au premier rang desquels Casimir Pernier, le vigilant ministre de l'Intérieur qui avait pris des dispositions de prévention dès la fin 1830. La pandémie a inspiré à Jean Giono son roman Un hussard sur le toit, 1951, adapté au cinéma par Jean-Paul Rapneau en 1995. La grippe espagnole, elle fait des ravages à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Elle a touché entre un quart et un tiers de la population mondiale. La maladie responsable de 25 à 100 millions de morts a marqué l'inconscient collectif au point d'incarner l'essence du fléau épidémique. Au même titre que la peste, l'agent infectieux serait né d'une souche humaine et de gènes aviaires. Importée vraisemblablement de Boston par les soldats américains, elle sera surnommée grippe espagnole parce que l'Espagne, non concernée par le secret militaire, parce que non impliquée dans le conflit mondial, sera la première à la mentionner publiquement. La pandémie la plus dévastatrice de l'histoire touchera quasiment tout le globe. Malgré un taux de mortalité de seulement 2 à 4%, elle fera des dizaines de millions de morts, dont 165 000 en France. Parmi les victimes célèbres de la terrible maladie, le président américain Woodrow Wilson, le poète français Guillaume Apollinaire et l'écrivain français Edmond Rostand, l'artiste autrichien Egon Schiele ou encore l'économiste et sociologue allemand Max Weber. Max Weber est le grand-père de l'actuel président américain Donald Trump. La grippe asiatique, le H2N2, lui débarquant en juin 1956 au Japon et se répand ensuite en Asie. Cette pandémie qui a frappé en 2 vagues virulentes est à l'origine de la mort d'environ 4 millions de personnes. La souche de la grippe asiatique a malheureusement évolué, provoquant une nouvelle pandémie meurtrière, la grippe de Hong Kong. Le virus H3N2 se déclare à Hong Kong, traverse d'abord l'Asie, puis fin 1968 les États-Unis et déferle sur l'Europe fin 69, tuant cette fois autour du monde environ 1 million de personnes. Considérée comme la première pandémie de l'ère moderne, la maladie suscite une forte mobilisation internationale coordonnée par l'OMS. Enfin, apparu dans les années 1920-1950 en Afrique, le sida est devenu une pandémie depuis les années 1980. C'est en 1981 que l'agence épidémiologique d'Atlanta aux États-Unis donne l'alerte.
5 cas de pneumocystose, une maladie rarissime, ont été relevés à Los Angeles. On ne parle pas encore de sida, syndrome d'immunodéficience acquise, pour décrire cette infection inexpliquée, mais plutôt de gay syndrome, car elle est initialement identifiée chez des homosexuels. Le virus V1H1, responsable du sida, est identifié en mai 83 par l'équipe de l'unité d'oncologie virale de l'Institut Pasteur. Il s'agit d'un rétrovirus présent partout dans le monde. La pandémie du sida a débuté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, entre les années 1920 et 1950, suite à une combinaison de facteurs, dont l'urbanisation rapide, la construction des chemins de fer en République démocratique du Congo, ainsi que des changements dans le commerce du sexe, avant de se propager dans le monde en pleine mutation. Telles sont les conclusions des chercheurs qui ont reconstitué le cheminement de cette infection, responsable de 36 millions de morts. Les virologues savaient déjà que ce rétrovirus était transmis des singes à l'homme, au moins à 13 reprises, mais qu'une seule de ces transmissions est responsable de la pandémie humaine qui a entraîné près de 75 millions d'infections à ce jour, la plus grande partie en Afrique subsaharienne. Il reste encore sans traitement préventif et a fait plus de 36 millions de victimes. Après une longue période de crise sanitaire sans aller au cinéma, le nouveau long métrage de François Ozon, Été 85, qui a reçu le label Cannes 2020, romance nostalgique sur la côte normande entre deux jeunes garçons incarnés par les brillants Félix Lefebvre et Benjamin Voisin lors d'un été des années 80, est l'un des films les plus attendus pour la réouverture des salles. Il sort le 14 juillet. Le réalisateur nous parle de ce film initiatique dont l'éclat tient à la douceur de son regard. Chronique signée Julien Poli, notre spécialiste en cinéma. Le 14 juillet 2020, le nouveau film de François Ozon sortira en salle, mais personne ne s'attend à recevoir une telle claque dans la figure. Portée par un casting 5 étoiles, cette production met en scène le jeune Alex Robin, sauvé héroïquement d'un naufrage en mer par le beau et mystérieux David Gorman, âgé de 18 ans. Ce dernier est un personnage complexe qui devient rapidement le noyau central du film, un noyau dont Alex ne peut plus se séparer. De cette amitié forte va naître un amour passionnel, mais destructeur. Accompagné d'une bande-son en rapport avec l'époque du film, dont la célèbre chanson Sailing de Rod Stewart, Été 85 délivre une cargaison d'émotions et une multitude de questionnements existentiels. Le parallèle entre la vie et la mort est fascinant, principalement en raison de la voix interne, à savoir celle d'Alex qui nous transporte avec lui dans cet été qui a marqué sa vie. En sortant de la salle de cinéma, nous ne pouvons qu'être bouleversés et chamboulés par un tel chef-d'œuvre. François Ozon sublime l'époque et redonne vie aux années 80 où tout était permis, l'excès, la fougue et plein d'autres sentiments. En faisant appel à Benjamin Voisin et Félix Lefebvre, il ne pouvait qu'exceller. Deux comédiens hors du commun, d'une jeunesse insouciante et à une maturité déconcertante, ces deux acteurs ont permis à cet été 85 de marquer nos esprits. Et cette histoire est racontée de telle sorte que nous y sommes plongés dès les premiers instants. Ce long métrage est adapté du roman d'Aidan Chambers, La danse du coucou, roman publié en 1982 et qui a marqué la jeunesse de François Ozon. Ce dernier donne vie à cette histoire après avoir déjà réalisé un nombre de films importants comme 8 femmes en 2002, Jeanne et Jolie en 2013 ou plus récemment le film polémique Grâce à Dieu, retraçant l'affaire du cardinal Barbarin et mettant le doigt sur la pédophilie dans l'église. S'ajoute donc à cette liste le dernier en date qui est le point culminant de sa carrière. Été 85 montre le talent et la grandeur de Monsieur Ozon. Un film très structuré, construit et d'une grande finesse qui donne au Tréport une belle visibilité. C'est effectivement dans cette commune normande que le tournage a eu lieu. Enfin, Été 85 a reçu le label du Festival de Cannes 2020, ce qui est légitime et amplement mérité. Un bijou dont on ne se lassera pas. Pensez bien à prendre les mouchoirs car vous en aurez vraiment besoin. Les larmes coulent, le cœur est pris dans cette histoire d'une perfection rare. Nous n'avons qu'un seul mot à dire à toutes les équipes ayant travaillé dur sur ce film et aux comédiens qui ont fait une grande partie du boulot. Merci. En bref, un nouveau record dans l'émission Les 12 coups de midi sur TF1. Éric Le Breton a été éliminé du jeu ce 19 juin. Le dessinateur projeteur en bâtiment qui avait tenté sa chance un peu par hasard à l'émission de TF1 après avoir été inscrit par sa fille était arrivé sur le plateau pour la première fois le 21 novembre 2019 et était indéboulonnable depuis. Il est désormais le plus grand gagnant du jeu avec 199 victoires au compteur et 921 316 € de gains et de cadeaux, dépassant Christian Quesada et ses 193 victoires. Détrôner l'ancien candidat, désormais en prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques était l'un des objectifs d'Éric.
On termine avec notre photo du mois qui va sans doute vous donner un avant-goût des vacances d'été, direction l'une des plus belles plages du monde, baptisée la plage du naufrage. Nous sommes en Grèce, regardez. Située dans une magnifique crique isolée, entourée d'imposantes falaises dorées, la plus belle plage du monde porte le nom de Shipwreck, le naufrage en français, à Zakynthos et n'est accessible que par bateau. La plage s'appelle ainsi car elle fut le terrain du naufrage en 1980 du Freightliner MV Panagiotis, un bateau utilisé par la mafia italienne pour faire de la contrebande de whisky et de cigarettes, ce qui rend sa visite d'autant plus unique. Voilà, c'est la fin de ce journal, c'est la fin aussi de toute une année aux commandes de ces éditions hebdomadaires que j'ai été très heureux de préparer et de présenter. J'en profite également pour remercier infiniment Julien Poli, mon frérot d'amour, qui brille chaque semaine un peu plus par ses talents de monteur et de réalisateur. Au total, 40 vidéos ont été tournées cette année entre les journaux et les grands angles. Après une trêve estivale bien méritée, je vous retrouverai à la rentrée pour une saison 2 du journal. Excellent été à tous, à très vite.